On passe notre vie à courir après le bonheur, à le chercher dans l'amour, dans la réussite, dans les voyages, dans les likes. Mais plus on avance, plus il semble s'éloigner. Pourquoi? Parce que plus on essaie de le posséder, plus il nous échappe. Regardez autour de vous, nous n'avons jamais eu autant de confort, de liberté, d'opportunités, et pourtant jamais autant de gens ne se sont sentis vides, perdus ou épuisés intérieurement. Alors posez-vous cette question. Et si le bonheur qu'on nous vend n'était qu'une illusion? Dans cette vidéo, je vais vous partager 12 raisons que le bonheur n'existe pas. Raison numéro 1. Le cerveau humain n'est pas programmé pour le bonheur. On l'oublie souvent, mais notre cerveau n'a pas été conçu pour nous rendre heureux. Il a été conçu pour nous maintenir en vie. Pendant des millénaires, l'être humain a dû survivre à la faim, au froid, aux prédateurs, aux dangers constants. Résultat, notre cerveau a développé un réflexe puissant. Repérer le négatif avant tout. Ce mécanisme de survie nous pousse à être en alerte permanente. La moindre menace, la moindre critique, la moindre incertitude active une vigilance instinctive. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Nous retenons plus facilement une insulte qu'un compliment, un échec qu'une réussite, un manque qu'une abondance. Autrement dit, notre cerveau est un détecteur de problèmes, pas une machine à bonheur. C'est pour cela que, même quand tout va bien, nous trouvons toujours quelque chose qui cloche. Un projet qui réussit, mais pas assez vite. Un moment agréable, mais pas aussi intense que prévu. Un compliment, mais pas venant de la bonne personne. Ce réflexe nous empêche souvent de savourer le présent. Et ce n'est pas parce que nous sommes négatifs. C'est parce que notre cerveau est programmé pour anticiper le danger, pas célébrer la paix. Il préfère exagérer les menaces plutôt que d'en manquer une seule, car dans l'histoire de l'humanité, la prudence a toujours eu plus de valeur que la joie. Je suis sûr que vous connaissez ce sentiment. Tout semble aller bien dans votre vie, mais une petite contrariété suffit à tout gâcher. Une remarque, un imprévu, une comparaison, et soudain votre humeur s'assombrit. Ce n'est pas que vous êtes difficile. C'est simplement votre cerveau qui fait ce pourquoi il a été conçu. Chercher le problème, même quand il n'y en a pas. Comprendre cela, c'est déjà faire un pas vers le vrai bonheur. Parce qu'en réalisant que votre esprit est naturellement tourné vers le manque, vous pouvez commencer à le rééduquer. Non pas pour ignorer les difficultés, mais pour redonner au positif la place qu'il mérite dans votre perception du monde. Raison numéro 2, le piège de l'adaptation hédonique. Si le bonheur nous échappe, c'est aussi parce qu'il ne dure jamais longtemps. Même quand on obtient ce qu'on désire, la satisfaction finit par s'éroder. C'est ce que les psychologues appellent l'adaptation hédonique, notre capacité à nous habituer à tout. Au pire comme au meilleur. Quand un événement positif se produit, une promotion, une nouvelle relation, une réussite, un voyage, notre niveau de bonheur monte en flèche. Mais quelques jours, quelques semaines plus tard, il redescend. Pourquoi? Parce que notre cerveau s'habitue à cette nouvelle réalité et la transforme en normalité. Ce qui nous faisait vibrer hier devient vite une routine aujourd'hui. Le problème, c'est que cette adaptation nous pousse à rechercher sans cesse un nouveau pic de plaisir. On désire, on obtient, on se lasse, on désire à nouveau. Un cycle sans fin, où chaque satisfaction devient la promesse d'un manque futur. Et dans ce cycle, le bonheur n'est plus un état d'être, mais un mirage qu'on poursuit sans jamais l'atteindre vraiment. Nous passons ainsi notre vie à repousser la ligne d'arrivée. Je serai heureux quand j'aurai ce job, quand j'aurai trouvé la bonne personne, quand j'aurai cette maison. Mais une fois l'objectif atteint, un autre prend aussitôt sa place. Et le bonheur recule encore et encore. Je suis sûr que vous connaissez cette sensation, ce moment où vous obtenez enfin quelque chose que vous vouliez depuis longtemps et où très vite, l'euphorie retombe. Vous vous surprenez à penser « c'est tout ». Cette phrase-là, c'est le signe le plus clair de l'adaptation hédonique. Vous avez atteint ce que vous cherchiez, mais votre esprit s'est déjà déplacé ailleurs. Le vrai piège du bonheur, c'est qu'il n'aime pas la permanence. Chaque plaisir contient déjà la graine de son épuisement. Alors peut-être que le secret n'est pas de chercher des moments toujours plus intenses, mais d'apprendre à savourer ceux qui existent déjà, avant qu'ils ne deviennent invisibles à force d'habitude. Troisième, la comparaison constante comme source d'insatisfaction. Si le bonheur semble toujours nous glisser entre les doigts, c'est parce que notre esprit ne sait pas se contenter de ce qu'il a. Depuis toujours, notre cerveau fonctionne selon une logique simple, plus ou moins. Et il ne mesure pas la valeur absolue de ce que nous possédons, mais la valeur relative en fonction de ce que les autres ont. C'est un mécanisme archaïque, hérité de notre instinct de survie. Dans les sociétés anciennes, se comparer permettait de s'adapter, d'apprendre, de survivre.
Mais aujourd'hui, ce réflexe est devenu une prison mentale. Nous vivons dans une ère où tout se voit, tout se compare, tout se met en scène, et où il est presque impossible d'échapper à cette spirale. Notre cerveau mesure toujours plus ou moins, jamais assez. Il ne dit pas « je suis heureux », il dit « je suis plus heureux que lui » ou « moins heureux qu'elle ». Et tant qu'on pense comme ça, le bonheur devient un jeu truqué. Il dépend du regard des autres, d'une échelle qui bouge sans cesse. Les réseaux sociaux amplifient ce mécanisme jusqu'à l'extrême. On y voit des réussites, des corps parfaits, des couples épanouis, des vies idéales. Et même si on sait que tout est filtré, notre cerveau, lui, ne fait pas la différence. Il compare, il jalouse, il doute. Le bonheur devient alors relatif, mesuré à travers une vitrine numérique qui nous renvoie toujours à ce qu'il nous manque. Je suis sûr que vous connaissez ce sentiment, vous passez une bonne journée, tout va bien, puis vous tombez sur une photo d'un ami en vacances, d'un collègue promu ou d'une personne qui semble réussir mieux. Et soudain, sans raison objective, votre humeur baisse, votre bonheur, il y a 5 minutes encore sincère, s'effrite à cause d'une image. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le cerveau humain programmé pour se comparer. Tant que notre bonheur dépendra d'une échelle extérieure, il restera fragile. La comparaison crée une illusion, celle que notre valeur dépend du niveau des autres. Mais la vérité, c'est que le bonheur n'est pas un concours, c'est une expérience personnelle, unique, intérieure. Et le jour où vous cessez de vous comparer, vous découvrez que vous aviez déjà depuis longtemps tout ce qu'il fallait pour être heureux. Quatrième, la dictature du soi heureux. Aujourd'hui, le bonheur n'est plus un idéal, c'est devenu une obligation morale. Dans les discours, les livres de développement personnel, les publicités ou sur les réseaux sociaux, un même message revient sans cesse. Sois positif, sois reconnaissant. Sois heureux. Et si vous ne l'êtes pas, alors c'est que quelque chose ne va pas chez vous. C'est comme si ne pas aller bien était devenu une faute, une faiblesse, presque une honte. La société moderne nous pousse à croire que le bonheur est un choix personnel. Mais à force de répéter cette idée, on oublie que la vie n'est pas une ligne droite. On traverse des doutes, des peurs, des pertes, des injustices. Et tout cela fait partie de l'expérience humaine. Pourtant, on nous dit « tu devrais être reconnaissant, regarde comme d'autres ont moins que toi ». Résultat, on ne s'autorise plus à aller mal. On culpabilise d'être triste, fatigué, frustré, comme si la moindre émotion négative signifiait un échec intérieur. C'est ça la dictature du soi heureux. Un monde où le bonheur est devenu une performance, une image à maintenir coûte que coûte. On affiche des sourires qu'on ne ressent plus. On poste des moments heureux qu'on ne vit qu'à moitié, juste pour se convaincre et convaincre les autres que tout va bien. Mais ce culte du bonheur permanent crée l'effet inverse. Plus on cherche à aller bien, plus on se sent coupable quand on va mal. L'angoisse de ne pas être épanoui devient une nouvelle forme de souffrance moderne. Et la tristesse, qui devrait être un passage normal, devient un tabou. Je suis sûr que vous connaissez cette sensation. Ce moment où tout le monde autour de vous semble rayonner. Collègues épanouis, amis heureux, couple parfait. Et vous, au milieu, vous ressentez un léger vide. Mais au lieu de l'accepter, vous vous dites « Je devrais être heureux, j'ai tout pour l'être ». Et c'est précisément cette phrase qui fait le plus mal, parce qu'elle nie la réalité émotionnelle du moment. Le vrai bonheur ne peut pas naître d'une injonction. On ne doit pas être heureux. On peut simplement apprendre à être vrai. Et paradoxalement, c'est quand on accepte de ne pas aller bien tout le temps, qu'on commence enfin à goûter à un bonheur plus authentique, plus humain. Raison numéro 5, le mythe de la réussite comme source de bonheur. Depuis l'enfance, on nous répète la même histoire. Réussis et tu seras heureux. Trouve un bon métier, gagne bien ta vie, construis ta carrière et une belle maison, une vie réussie. Et le bonheur suivra naturellement. Mais dans les faits, cette équation ne fonctionne pas. Car si la réussite apporte parfois du confort, elle n'apporte pas toujours la paix intérieure. Notre société a fait de la réussite une nouvelle religion. Les symboles du bonheur ont été remplacés par ceux du succès. Argent, reconnaissance, apparence, statut. On nous vend l'idée que le bonheur est visible, mesurable, affichable. Mais plus on le cherche dans l'accumulation, plus il s'éloigne. Pourquoi ? Parce que plus on possède, plus on craint de perdre. Chaque victoire, chaque bien, chaque position crée une nouvelle peur. Peur de ne plus être à la hauteur, peur d'être remplacé, peur de tout voir s'écrouler. Le bonheur qui repose sur la réussite est donc fragile. Il dépend de la validation extérieure et de circonstances qu'on ne contrôle jamais totalement. C'est une illusion dangereuse, celle de croire que l'épanouissement viendra après.
après la promotion, après la maison, après le succès. Mais cette logique repousse le bonheur dans un futur qui ne vient jamais. Et pendant qu'on court après, on oublie de vivre le présent. Je suis sûr que vous connaissez cette situation. Vous atteignez enfin un objectif que vous poursuiviez depuis des mois, voire des années. Sur le moment, vous ressentez une fierté intense. Mais très vite, un vide s'installe. Vous vous surprenez à penser ? Et maintenant, c'est le signe que la réussite ne comble pas le besoin profond de sens. Elle flatte l'ego, mais pas le cœur. Le mythe de la réussite comme source de bonheur repose sur une erreur fondamentale. On confond le succès visible avec le bien-être invisible. Le premier dépend des autres, le second dépend de soi. Et ceux qui comprennent cela cessent de courir après les trophées extérieurs. Ils commencent à bâtir une vie qui leur ressemble, pas une vitrine qui impressionne. Raison numéro 6, les réseaux sociaux et le mirage du bonheur parfait. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons autant exposé nos vies et paradoxalement, jamais nous ne nous sommes sentis aussi seuls. Les réseaux sociaux, censés nous connecter, ont aussi transformé notre rapport au bonheur. Ils nous plongent dans un immense théâtre du tout va bien, où chacun met en scène sa joie, son succès, ses moments de plaisir, et où, à force de regarder les autres sourire, on finit par douter du sien. C'est le piège du bonheur montré. Une photo de vacances, un couple parfait, un repas idyllique, un lifestyle impeccable. Tout semble harmonieux, lumineux, sans faille. Mais derrière la caméra, il y a souvent la fatigue, le doute, la peur de déplaire ou simplement la vie réelle. Ce n'est pas de la triche, c'est de la mise en scène. Le problème, c'est que notre cerveau, lui, ne fait pas la différence. Il compare, il évalue, il juge. Et cette comparaison permanente érode notre propre satisfaction. Petit à petit, on se met à confondre bonheur montré et bonheur ressenti. On commence à se demander, est-ce que je suis heureux ou est-ce que j'ai juste l'air de l'être ? On vit nos joies à travers un écran. On les photographie avant même de les savourer. Et le pire, c'est qu'on se met la pression. Il faut que ce moment rende bien, qu'il ressemble à ce que les autres postent. Alors le bonheur devient une performance. Et plus une émotion. Je suis sûr que vous connaissez ce moment. Vous passez une belle soirée, un vrai instant de plaisir simple, mais quelqu'un dégaine son téléphone pour filmer, poster, partager. Et soudain, l'instant change de nature. Il n'est plus vécu pour lui-même, mais pour l'image qu'il donnera. Ce petit geste anodin symbolise notre époque. Nous vivons de moins en moins nos bonheurs, et de plus en plus leur apparence. Les réseaux sociaux ne sont pas le mal. Ils ne font que révéler notre besoin de reconnaissance. Mais si l'on n'y prend pas garde, il transforme la quête du bonheur en quête d'approbation. Et le vrai bonheur, celui qui apaise, ne se like pas. Il se vit souvent loin des écrans, dans le silence des moments que personne ne voit. Et raison numéro 7, chercher le bonheur, c'est déjà s'en éloigner. Le plus grand paradoxe du bonheur, c'est que plus on le cherche, moins on le trouve. On passe notre vie à courir après lui, à le guetter, à le mesurer. Et pourtant, il nous échappe toujours. Parce qu'à l'instant même où l'on se demande « suis-je heureux ?», quelque chose se brise. On n'est plus dans le bonheur. On est déjà dans l'analyse du bonheur. Vouloir être heureux tout le temps crée l'insatisfaction du présent. On transforme un état naturel, une émotion qui va et vient, en un objectif permanent. Mais vouloir figer le bonheur, c'est comme vouloir arrêter le vent. Le bonheur, c'est un mouvement, une vibration, une respiration. Il naît quand on oublie de le chercher, quand on vit pleinement sans se regarder vivre. Cette obsession moderne du bien-être constant nous pousse à surveiller nos émotions, à évaluer nos journées, à classer nos moments en bons ou mauvais. Mais cette autosurveillance nous éloigne de la spontanéité, là où le bonheur se cache vraiment. Plus on observe son bonheur, plus il disparaît, comme une flamme qu'on souffle en voulant la protéger. À force de vouloir être heureux, on crée de la pression. Et la pression est l'ennemi de la joie. Je suis sûr que vous connaissez ce genre de moment. Vous vivez quelque chose de beau, un dîner entre amis, une balade, un instant de calme, et soudain vous vous dites « je suis heureux ». Et presque aussitôt, la magie s'enfuit, parce que vous êtes passé du vécu à la conscience du vécu. L'instant n'est plus un instant, il devient un concept. Et le bonheur, lui, ne résiste pas à l'analyse. Il ne se pense pas, il se ressent. Chercher le bonheur, c'est comme courir après son ombre. Plus on avance, plus elle s'éloigne.
Le bonheur ne se trouve pas, il se rencontre, souvent quand on cesse de le vouloir. Et c'est peut-être là la clé. Le bonheur n'est pas un but à atteindre, mais un effet secondaire d'une vie vécue pleinement. Raison numéro 8. Le refus de la douleur empêche la joie authentique. Dans notre société du positive vibes only, la douleur est devenue un tabou. On veut être fort, optimiste, toujours souriant, mais en cherchant à éviter la souffrance à tout prix, on se coupe aussi de ce qui donne au bonheur sa véritable saveur. Le contraste, car sans ombre, la lumière perd tout son sens. Le bonheur ne se construit pas dans la négation de la douleur, mais dans sa traversée. Chaque joie véritable est née d'un manque, d'une épreuve, d'une attente. C'est parce qu'on connaît la perte qu'on savoure la présence. C'est parce qu'on a connu la peur qu'on goûte enfin la paix. Vouloir effacer les émotions négatives, c'est vouloir gommer la moitié de notre humanité. Or, en anesthésiant la douleur, on anesthésie tout le reste. On croit se protéger, mais on finit surtout par ne plus rien ressentir vraiment. Les émotions ne fonctionnent pas à la carte. Quand on bloque la tristesse, on bloque aussi la joie. C'est pour cela que certaines personnes vont bien en apparence, mais ressentent ce vide silencieux à l'intérieur. Elles ne souffrent pas, mais elles ne vibrent plus non plus. Je suis sûr que vous connaissez cette sensation. Vous traversez une période difficile, une rupture, un échec, une perte. Puis un jour, sans prévenir, vous ressentez une joie simple, un rayon de soleil, un fou rire, une chanson. Et cette joie-là, parce qu'elle revient après la douleur, a une intensité particulière. Elle est plus vraie, plus profonde, presque sacrée. C'est la preuve que la vie, même cabossée, garde toujours sa lumière. Le bonheur n'est pas l'absence de douleur, c'est la capacité de la traverser sans se fermer. Accepter la tristesse, la colère, la peur, c'est permettre au cœur de retrouver son équilibre naturel. Parce qu'au fond, le bonheur ne consiste pas à être bien tout le temps, mais à savoir accueillir chaque émotion comme une couleur différente du même tableau. Raison numéro 9. L'impermanence comme vérité du bonheur. Le plus grand malentendu autour du bonheur, c'est de croire qu'il devrait durer. On imagine un état stable, continu, paisible, une sorte de climat intérieur parfait, sans tempête ni nuages. Mais la réalité est tout autre. Le bonheur n'est pas un état permanent, c'est un instant fugace. Il apparaît, il disparaît, il revient, comme le souffle, comme la marée, comme la lumière du jour. Notre erreur, c'est de vouloir le retenir. Dès qu'on goûte un moment de paix, d'amour ou de joie, on s'y accroche. Pourvu que ça ne s'arrête pas. Mais en voulant le figer, on le détruit. Parce que le bonheur, par nature, vit dans le mouvement. C'est une émotion, pas une possession. Il traverse, il passe, il laisse une trace, mais il ne reste pas. Et c'est précisément cette fragilité qui le rend si précieux. Si le bonheur était constant, il deviendrait banal. C'est sa rareté, son impermanence, qui lui donne sa valeur. Apprendre à accepter cela, c'est cesser de se battre contre la nature même de la vie. Tout change, tout évolue, tout meurt et renaît sans cesse. Je suis sûr que vous connaissez cette expérience. Un instant de grâce, une soirée parfaite, un moment suspendu où tout semble aligné. Vous sentez cette chaleur douce, cette paix absolue, et au fond de vous, une petite voix murmure « pourvu que ça dure ». Mais quelques heures plus tard, la magie s'estompe. Et c'est là que beaucoup ressentent la nostalgie, la frustration. Pourtant, ce moment n'a pas disparu. Il a simplement vécu sa durée naturelle. Ceux qui comprennent en cela cessent de chercher le bonheur. Ils le vivent, simplement. Ils savourent les instants de lumière sans s'y accrocher et accueillent les moments sombres sans s'y noyer. Ils ne demandent plus à la vie d'être parfaite. Ils la prennent telle qu'elle est, mouvante, imprévisible, vivante. Parce que le vrai bonheur, ce n'est pas de tout contrôler. C'est d'être capable de dire dans un instant fugace, là, maintenant, c'est bien. Raison numéro 10, remplacer la quête du bonheur par la quête de sens. Si le bonheur semble si insaisissable, c'est peut-être parce que nous cherchons au mauvais endroit. Depuis toujours, on nous pousse à croire que le bonheur se trouve dans la satisfaction des désirs. Avoir plus, réussir plus, profiter plus. Mais cette quête de plaisir constant finit souvent par nous laisser un goût de vide. Parce que le bonheur véritable ne se trouve pas dans la possession, il se trouve dans la signification. Chercher le bonheur, c'est vouloir ressentir quelque chose. Chercher le sens, c'est vouloir comprendre pourquoi on ressent. Et c'est cette différence qui change tout. Le plaisir est immédiat, mais fragile. Le sens, lui, est profond, durable. Il donne une direction à notre existence. Ceux qui donnent un sens à leur vie, à travers une passion, une cause, une relation sincère, une mission personnelle, ressentent une forme de paix intérieure plus stable. Ils ne cherchent plus à être heureux à tout moment, ils cherchent à être alignés.
Et cette cohérence entre ce qu'ils font, ce qu'ils pensent et ce qu'ils croient devient leur source de sérénité. Le bonheur est un état, le sens est un cap. Quand le bonheur fluctue, le sens, lui, reste. Il agit comme une boussole silencieuse. Même dans la douleur, même dans le doute, il continue d'éclairer le chemin. Je suis sûr que vous connaissez ce genre de personne, quelqu'un qui n'a pas forcément une vie facile, mais dont on sent qu'il avance avec une force tranquille, quelqu'un qui ne court pas après la joie, mais qui vit avec une conviction profonde, une direction claire. Ces gens-là ne sont pas forcément heureux selon les standards modernes, mais ils sont en paix, et cette paix-là vaut 1000 plaisirs passagers. Remplacer la quête du bonheur par la quête de sens, c'est renoncer à la frénésie pour retrouver la justesse. C'est comprendre que le bonheur n'est pas une récompense, c'est une conséquence. Il naît naturellement, comme un reflet, quand la vie que vous menez répond à ce que votre âme attendait vraiment. Raison numéro 11. Pratiquer la gratitude et la présence. Nous passons une grande partie de notre vie à attendre quelque chose, le bon moment, la bonne personne, la prochaine réussite, les vacances. Plus tard, et pendant qu'on attend le grand bonheur, on oublie les petits bonheurs, ceux qui passent sans bruit, chaque jour. Pourtant, c'est là que tout commence, dans la gratitude et la présence. Apprendre à être heureux, ce n'est pas changer de vie, c'est changer de regard. C'est cesser de chercher ailleurs ce qui est déjà là. C'est comprendre que la perfection n'existe pas, mais que l'imperfection, elle, peut être magnifique si on la regarde autrement. Apprendre à savourer l'ordinaire. Le simple, l'imparfait, c'est redonner de la valeur à la vie réelle. Celle qu'on ne poste pas, celle qu'on oublie parfois d'aimer. La gratitude, c'est une habitude mentale. Au lieu de remarquer ce qui manque, on choisit de remarquer ce qui est déjà là. Et la présence, c'est l'art de vivre l'instant sans le juger, sans l'attendre, sans le comparer à autre chose. En combinant les deux, on découvre une vérité simple. Le bonheur n'est pas un objectif futur, c'est un état de conscience. Il ne dépend pas des circonstances, mais de l'attention qu'on leur accorde. Un café chaud le matin, un regard complice, un rayon de soleil, un silence apaisant. Ce sont des éclats minuscules de bonheur qui ne demandent qu'à être vus. Je suis sûr que vous connaissez ce moment. Vous marchez seul, sans rien d'extraordinaire, et soudain vous ressentez un calme étrange. Vous ne pensez plus à hier ni à demain. Tout paraît à sa place, même ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas euphorique, mais c'est pur. C'est ça, le vrai bonheur. Quand le mental se tait et que la vie reprend la parole, pratiquer la gratitude et la présence, ce n'est pas fuir les difficultés, c'est les équilibrer. C'est redonner au présent la valeur qu'on accorde trop souvent au futur. Et comprendre, enfin, que le bonheur n'est pas à construire. Il est à remarquer ici, maintenant, juste là où vous êtes. Raison numéro 12. Accepter que l'incomplétude fait partie de la vie. Nous passons notre existence à vouloir combler ce qui manque. Un amour, une réussite, une reconnaissance, un sens. Mais ce que nous appelons manque n'est pas un défaut de la vie, c'est sa dynamique. Car si tout était comblé, si tout était parfait, que resterait-il à désirer, à construire, à rêver? Le bonheur inatteignable n'est pas une malédiction, c'est une invitation à rester vivant, à rester en mouvement. C'est le moteur invisible qui nous pousse à avancer, à apprendre, à aimer encore malgré les déceptions. C'est cette part de vide en nous qui crée le besoin de lien, de sens, de beauté. Et sans ce vide, la vie serait plate, sans relief, sans profondeur. Nous cherchons souvent la complétude, l'aboutissement, la stabilité absolue. Mais la vérité, c'est que le bonheur n'est pas un lieu à atteindre, c'est une manière de marcher. Une manière d'accueillir le chemin, avec ses creux et ses sommets, ses départs et ses pertes. L'incomplétude ne signifie pas qu'il manque quelque chose à la vie. Elle signifie simplement que la vie continue. Je suis sûr que vous connaissez cette sensation, ce moment où vous pensez avoir tout. L'amour, le confort, la sécurité. Et pourtant, un léger vide persiste. On pourrait croire que c'est de l'insatisfaction, mais c'est juste la preuve que vous êtes humain, que vous êtes encore en train d'évoluer. Ce petit manque, cette envie de plus n'est pas un problème à résoudre. C'est un signe que vous êtes encore en chemin. Accepter l'incomplétude, c'est comprendre que le bonheur parfait n'existe pas, mais que la vie imparfaite, elle, peut être merveilleuse. C'est renoncer à l'idée d'un point d'arrivée pour savourer la beauté du mouvement.
Parce qu'au fond, le bonheur ne se trouve pas au bout du voyage, il se trouve dans la façon dont on le traverse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes apte à vous abonner à cette chaîne. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous poser 2 questions. N'hésitez pas à me dire vos réponses en commentaire. Et si vous arrêtiez de vouloir être heureux pour simplement être vivant? Et si le bonheur ne devait pas se chercher, mais se reconnaître?